Jean-Pierre Langelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien journaliste, aujourd'hui écrivain. Vous avez passé 35 ans au journal Le Monde. Vous étiez correspondant en Afrique pendant 4 ans. Vous étiez aussi en Israël, à Rio, avant de prendre la tête du service étranger. Et puis, vous avez quitté il y a une dizaine d'années ce grand journal qui, 10 ans exactement. le journal de référence. Alors, avec le livre que vous venez de publier sur Sangor. D'ailleurs, le titre, c'est un immense pavé, c'est un pavé de 440 pages sur Sangor. D'abord, pourquoi ce choix? Dites-moi, il faudrait pas quand même faire trop peur au lecteur parce que, en fait, il n'y a que 360 pages de texte et le reste, bon, ce sont des annexes. Pourquoi Senghor? Vous savez, avant, j'avais fait une biographie de Mobutu, qui est plutôt quelqu'un qu'on classerait dans les méchants. Et j'avais plutôt envie de parler d'un gentil ou de quelqu'un en tout cas qui suscite l'empathie Oui. et parfois la sympathie, qui Mhm. soit attachant. Et puis la deuxième raison, c'est que il y a très longtemps, parce que je ne suis plus un jeune journaliste, dans mes premières années au Monde, j'ai croisé Senghor, je l'ai interviewé une fois, j'ai suivi, c'était en 1978, j'ose à peine le dire, sa première campagne électorale multipartite. Et puis la troisième raison, qui est beaucoup plus importante, c'est la dimension de cet homme totalement protéiforme, à la fois africain et français, à la fois poète, intellectuel, grand chrétien, analyste, essayiste, philosophe, penseur, défenseur de la langue française, Oui. et puis homme politique. Homme politique vaillant, combattant pendant 15 ans pour l'indépendance, et Oui. puis ensuite, et quand même étant pendant 20 ans à la tête de la plus vieille colonie française en Afrique. Et tout Oui. ça, ça suffisait. Quand vous pensez que Senghor a écrit quand même, en dehors de ses poèmes, et ce n'est qu'une sélection, quelque chose comme 3500 pages qui sont recueillies dans les 5 volumes parus au Seuil, eh bien, il y Mhm. a matière à réflexion et il y a matière à, à attachement. Et Oui. puis, la dernière petite raison, et qu'il ne faut Mhm. pas prendre du tout comme une Mhm. déclaration prétentieuse, mais Oui. j'avais l'impression qu'il y avait encore beaucoup de choses à raconter sur Senghor. Et finalement, j'ai pas été déçu en allant dans pas mal d'archives qui n'avaient, au fond, pas tellement été exploitées. C'est-à-dire que vous avez consacré 77 pages pour des notes avec la bibliographie, la chronologie, l'index. C'est véritable, une véritable invitation à aller au-delà et d'explorer ce personnage. Est-ce que vraiment ce personnage, il est encore dans la tête des Sénégalais? Écoutez, hier soir, je commence comme ça, il y avait une très grande cérémonie d'hommage. Elle n'a pas eu lieu à Dakar et c'est bien dommage parce qu'elle était prévue à Dakar. Elle a eu lieu en France, mais pourquoi pas, à la Maison d'Amérique latine, là où il y avait eu, m'a-t-on dit, une grande réception après l'admission de Senghor à l'Académie française. Et hier soir, il y avait beaucoup de Sénégalais et on a discuté de ça. Et mon point de vue, c'est que les Sénégalais vivent dans un pays sans se rendre compte de tout ce qu'ils doivent à Senghor. Mm. C'est devenu tout à fait naturel. Parlons du legs politique. Voilà un pays qui est à la fois stable et démocratique, 40 ans après l'indépendance. Voilà un pays qui a en gros échappé à tous les drames qu'ont connus d'autres pays, notamment parmi ses voisins, c'est-à-dire des putschs militaires, des guerres tribales, des conflits religieux. Voilà un pays qui résiste assez bien, même s'il faut être vigilant, aux poussées salafistes. Mm. Voilà un pays qui a une liberté, qui a un pluralisme politique. Voilà un pays où l'alternance au pouvoir est considérée comme la chose la plus naturelle au monde.
C'est bien grâce à Senghor et c'est bien aussi au fait que ses successeurs se sont sentis liés par cet engagement. Car il faut rappeler, même si peut-être vous vouliez me poser la question après, il faut quand même Mhm. dire tout de suite que Senghor est le seul chef d'État africain qui est parti, qui a quitté le pouvoir après 20 ans de son plein gré, qui a renoncé et qui a formé son successeur et son successeur qui était son disciple et Oui. qui était imbu des mêmes vertus. Et vous l'avez dit, Senghor, c'est vraiment un bon prisme pour aborder des problématiques comme l'aliénation culturelle, l'occidentalisation ou le rapport avec l'Occident. Et puis surtout aussi des questions de la double culture, le métissage. Il y a plein de sujets. Et ces sujets-là, ce sujet-là, sont aujourd'hui inachevés. Ils sont encore, ça se pose avec acuité. Bien sûr, bien sûr, et Senghor est celui qui a vécu cela avec le plus d'intensité et qui l'a non pas forcément théorisé tout le temps, mais l'a exprimé, l'a assumé. C'est en effet un peu le fil d'Ariane de mon livre, c'est ce dilemme existentiel qui a, pendant toute sa vie, poursuivi et même parfois hanté, tourmenté Senghor, avec toutes les contradictions de cette double fidélité qu'il avait envers ses racines africaines et la fierté de ne jamais renoncer au legs de ses ancêtres, et puis l'extraordinaire émerveillement aussi qu'il a eu et éveille avec les apports de Oui. l'Europe et les apports de la France particulièrement. Et ça, il a essayé toute sa vie de concilier évidemment tout ce qui est parfois difficilement conciliable, c'est-à-dire les intérêts du Sénégal et ceux de la France, les intérêts de l'Afrique et ceux de l'Europe, la nécessaire marche vers l'indépendance et la volonté, mais aussi la volonté de rester dans une sphère francophone et en amitié avec la France. Les, le catholicisme, le christianisme auquel il appartient et l'islam qui est le fait de la majorité de la population, etc., etc., on pourrait continuer. Et lui, il a réussi, me semble-t-il, à tirer le meilleur de tout cela et à travers finalement la poésie en langue française et puis l'œuvre francophone, a sublimé un peu ces contradictions. Vous écrivez à un moment donné, il a choisi de vivre l'Occident en Afrique, mais c'est pas plutôt la modernité, ce rapport, cette question essentielle, comment aujourd'hui moderniser l'Afrique, entrer dans la modernité, toutes ces questions-là qui Et sont moi, je crois, écoutez, Senghor, vous parlez de modernité, Senghor n'était pas un économiste, c'était pas son fort, euh, il avait laissé ça à d'autres, mais à Dia pendant un certain temps, puis après à quelqu'un comme Diouf qui était beaucoup plus porté là-dessus. La modernité, en général, Senghor n'est pas un moderne en général, c'est quelqu'un qui, je dirais, conserve ce qu'il y a de bien, n'est-ce pas, ce que disait Oscar Wilde, je suis conservateur parce que je conserve ce qu'il y a de bien. Je crois que c'est ça. Mais en même temps, il est très moderne par l'art de gouverner. Il est très moderne par sa manière d'approcher la politique. Il est moderne pourquoi? Ben parce il est vertueux. Et ouais. donc, il rompt avec beaucoup de traditions. Il suffit de reprendre, enfin, vraiment, il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour voir le destin d'un Senghor et le destin de tous ses voisins. Oui. Euh, voilà un homme, et il était quasiment le seul à ne pas se soucier d'argent. Voilà un homme qui a tout fait pour maintenir l'argent privé et l'argent public bien séparés. Voilà un homme qui a tout fait pour ne jamais sombrer dans le népotisme en mettant sa famille au pouvoir. Au contraire, il s'en méfiait du népotisme. Voilà un homme qui a, a su s'ouvrir pratiquement toujours sur la nouveauté. C'est en cela. Et puis, donc, à la fois dans sa manière de gouverner qui était exemplaire et qui tranchait avec ses voisins, et puis ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire l'acte suprême de la modernité, c'est de partir en Oui. beauté, alors qu'on n'est pas obligé.
On l'a compris, la notion d'alternance est un élément fondamental et puis aussi l'usure du pouvoir. Aujourd'hui, quels sont, pour rester un peu, encore un tout petit peu sur ce point, comment, quelles sont les surprises de ces 3 ans de documentation, de lecture et de rédaction? Quelles sont un peu les pépites que vous avez pu J'ai eu pas mal de surprises parce que bah, je ne connaissais pas Sangor comme je le connais maintenant. Donc j'ai été très content de trouver des choses intéressantes, par exemple dans les archives spiritaines. ouais. C'est passionnant parce qu'elles n'ont jamais été exploitées. Donc c'est les archives qui ont été écrites à l'époque où Sangor était jeune Mhm. élève chez les Pères du Saint-Esprit au Sénégal, puis après à Dakar, alors bon, d'abord dans sa région, ensuite à Dakar, c'est-à-dire pendant une douzaine d'années. Et là, il y a j'ai trouvé le journal de l'endroit où il était, le journal qui était tenu par les curés. Et ça m'a beaucoup aidé parce que on ne parlait évidemment pas du petit Sangor, pas plus que d'un autre, mais j'ai pu avoir tout le décor, j'ai pu reconstituer tout ce qui se passait pendant cette période qui va de 1914 à 1928. Et comme je suis allé sur place aussi, j'ai vu ce qui restait encore de cette mission. Et puis, par exemple, sur la période où il était en captivité, j'ai pu, alors là, je n'ai aucun mérite, mais j'ai exploité, et d'autres ne l'avaient pas fait avant parce que c'était assez récent, la pépite trouvée par un historien allemand qui est tombé sur ce rapport, bon, voilà, de captivité de Sangor. Voilà, ça, par exemple, ce sont deux choses. Et puis, euh, son rôle dans la résistance. Ouais. Il y a à Montpellier, à l'université, un fonds Sangor qui a été tenu par son ami Guibert, qui était poète et qui a écrit sur lui. Et donc, il y a un fonds Guibert. Et dans ce fonds, il y a 400 documents. Et bon, bah, je suis tombé, par exemple, sur des lettres où il parlait de son acte de résistance, le nom de la personne qu'il avait abrité pendant 3 semaines chez lui, qui était juif, qui était russe, etc., et qui était résistant. Ce genre de choses, évidemment, c'est assez gratifiant. Alors, vous l'avez dit, c'est un destin exceptionnel, pour ne pas dire d'exception. Mais j'ai envie de vous ramener, de par votre expérience dans le journalisme, mais vous restez attaché à l'écriture. C'est-à-dire que vous avez passé 35 ans au journal Le Monde, comme je le disais, et puis surtout, vous avez passé 4 ans en Afrique, vous avez vécu l'Afrique de l'intérieur. Alors, comment aujourd'hui, pour élargir l'angle, comment regardez-vous ce continent qui aujourd'hui, il continue à être l'objet de condescendance, d'un regard assez réducteur, alors que comment vous voyez cette réalité? Je crois que ça a changé quand même. Vous savez, j'y pensais ces jours-ci. Hier soir, j'étais assis à côté du prix Goncourt, Mhm. qui était là. Et il y avait un débat. On m'avait demandé de participer à un débat avec un autre intellectuel sénégalais. Et puis, le prix Goncourt a débattu avec un autre écrivain. Bon, vous écoutez ces brillants intellectuels sénégalais et vous vous dites, mais qu'est-ce que Sangor serait ravi de savoir qu'il y a un prix Goncourt qui a été décerné à un Sénégalais. Il doit sourire dans sa tombe en ce moment. Parce que Mhm. c'est exactement ça qu'il souhaitait. Mhm. 100 ans après le premier prix Goncourt remis à un Antillais en 1921, bon, c'est ce qu'il souhaitait. Il souhaitait passer son témoin, il souhaitait que la culture reste totalement privilégiée, et il a tout fait pour ça, avec un budget de la culture et de l'éducation très élevé. Il riait parce que de lui-même en disant ah les militaires et le budget de la dépense ils n'ont pas grand-chose parce que moi je préfère donner de l'argent. Ben oui, mais ça porte ses fruits sur Oui. les années et les années. Et aujourd'hui, 40 ans après son départ du pouvoir et 20 ans après sa mort, je trouve que sur ce plan, il a réussi son pari. Et, Mhm. euh, et donc, je crois que le regard que l'on a, en tout cas sur le Sénégal, Oui. est un regard fraternel. Oui. Mais un pays carrefour aussi.
Ah bah, c'est ce qu'il a voulu aussi. Il a voulu en faire un carrefour. Il y a un moment, c'était un véritable carrousel culturel, n'est-ce pas? Il a été quand même le premier qui a d'abord la négritude, bien sûr, donc la théorisation de l'acte qui permet de redonner toute sa fierté et toute sa dignité au mot nègre. Et Césaire et Senghor l'ont voulu comme ça. Ils n'ont pas voulu construire un mot, un concept à partir du mot noir. Ils ont choisi délibérément le nègre. Ils ont discuté tous les deux, etc. Il y avait négrité, etc. Bon, finalement, ils ont choisi négritude. Césaire a dit, oh, c'est plus doux, c'est bien. Et donc, après cette période, bon, bah, aujourd'hui, on peut se dire que ces gens ont posé les bases de ce qui est, de ce qui a été pendant les 20 ans de règne de Senghor, un carrefour culturel. Il est ensuite le premier à accueillir tout le monde noir à Dakar. Et là aussi, c'est pas par hasard, en 1966, que ce monde se retrouve et qui lors d'une manifestation qui est appelée Festival des Arts Nègres. Bon, c'était très clair. Et donc, après, il y a des expositions, il y a construction d'un musée, il y a une vive activité au théâtre de Dakar, Daniel Sorano, etc. Et ça n'a pas cessé. Et aujourd'hui encore, comme vous le disiez, Dakar est un pôle culturel en Afrique. Alors, pour rester dans l'actualité et d'être en rapport avec l'Afrique d'aujourd'hui, comment vous, avec l'expérience que vous avez eue, pour être un peu anticonformiste et un peu iconoclaste, dire un peu ce rapport France-Afrique qui aujourd'hui assez malmené par l'actualité. Comment expliquez-vous ce décalage? Pour être très honnête, vous savez, je ne travaille plus sur l'Afrique directement. Mais l'impression que j'ai, c'est quand même que les rapports ont totalement changé. On est maintenant dans une période où il y a une décontraction totale de la part des intellectuels qui ont dépassé tous les tourments qui se posaient à l'époque de Senghor et de Césaire. On en est plutôt à la phase de bon, ça a commencé, c'est lent, mais de restitution des œuvres. Cela dit, je suis pas sûr que Senghor aurait apprécié certains courants que nous connaissons tous actuellement et qui sont post-coloniaux. Je crois que et qui cherchent au fond à s'exprimer dans le registre de la repentance, du conflit, de l'exaspération. Parce que Senghor était un humaniste, un homme de dialogue, un homme d'ouverture, et sans doute c'était lu aussi au fait que bon, il était un chrétien assez fervent, et donc je crois qu'il ne se serait pas forcément reconnu dans certains propos tenus aujourd'hui. D'ailleurs, très souvent, pas seulement par des Africains ou une minorité d'Africains, mais d'ailleurs souvent par des Français ou des Anglo-Saxons sur les universités qui, quelque part, on dirait, veulent indirectement faire repentance en faisant un peu trop. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Léopold Sédar Senghor, aux éditions Perrin. À très bientôt. Merci. Merci, Hichem.